Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille et rencontrer ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Sara sans oser le demander. La société anonyme de raffinerie antillaise a 40 ans et nous ouvre ses portes afin de découvrir un univers aussi vaste que surprenant. La Sara qui génère 600 emplois directs et indirects, des missions particulières et délicates dans différents domaines, nous le verrons. Le bon plan de la semaine est un concept plutôt original de chapiteau à installer soi-même en 5 minutes chrono. Le résultat est visiblement parfait. Sans oublier les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Et comme chaque semaine, Jean-Paul Joannel est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Herman. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? Tout va très bien pour l'instant. Bon, eh bien c'est parfait, pourvu que ça dure alors. C'est une entreprise qui fait un peu partie de notre quotidien. Lorsque l'on parle de carburant, on pense nécessairement à la société anonyme de raffinerie antillaise. La Sara, dont nous avons tant de choses à découvrir. Alors il y a la raffinerie en Martinique, mais aussi des dépôts d'hydrocarbures en Guadeloupe et en Guyane. Vous allez voir maintenant que c'est une vaste organisation qui existe en coulisses. Découverte signée Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. La journée de Julien Fibleuil commence à 4h30 du matin et il en est déjà à son 2e voyage. Ça c'est la 25 Oui. 17 à 25. Il vient livrer 36 000 litres de carburant de la Sara dans cette station et la tournée n'est pas terminée. Et là, bon, je reviens de chez l'aéroport, je livre ici, c'est-à-dire à Dillon, et je vais recharger pour partir vers le Marigot. Le carburant de la Sara approvisionne toute l'île, mais aussi la Guadeloupe et la Guyane. Pour les 3 départements, 1,2 million de tonnes de produits sortent de la raffinerie chaque année. La moitié du pétrole brut importé à la Sara est transformé en essence et gasoil. Le reste deviendra du kérosène, du fioul ou du gaz. La cadence est de 10 millions de litres par jour. Tu as sorti combien de camions environ maintenant déjà? En ce moment, 56 camions, 3 en chargement et 10 en attente. Les volumes sont importants et pourtant depuis près de 10 ans, la consommation en produits pétroliers est en stagnation. Les véhicules sont moins gourmands, les avions sont aussi moins gourmands, donc on voit bien que les avions consomment 50% de moins de carburéacteurs et aussi au niveau de la population, eh bien, il y a un comportement citoyen, on roule moins et aussi le prix qui est monté a un peu rendu un petit peu tout le monde plus sage. Les prix en effet sont en progression constante. En Martinique, comme dans les 4 DOM, c'est le préfet qui impose les prix de vente aux raffineries. Très bien, on se voit dans mon bureau pour l'agenda de la journée. Oui, très bien, j'arrive. Merci. En métropole, les prix sont fixés librement et diffèrent d'une compagnie à l'autre. Mais en Martinique, la Sara est en situation de monopole. C'est elle qui dispose de toutes les installations indispensables au raffinage. Et donc ces infrastructures qui coûtent très cher, ça serait un peu anti-économique de les dupliquer pour faire de la concurrence. Donc comme nous sommes les seuls à l'avoir, c'est ce qu'on appelle le monopole de fait, alors l'administration dit, puisque vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas vous mettre en concurrence avec d'autres, c'est nous qu'allons calculer et fixer le prix des hydrocarbures que vous vendez. Les prix fixés par l'État assurent un minimum de 10% de rentabilité à la Sara. La raffinerie est donc très contrôlée. Bien que société de droit privé, elle est une entreprise à mission d'utilité. Elle doit à ce titre garder dans ses stocks une réserve stratégique de 72 jours en cas de blocage de l'île. L'indépendance énergétique, une idée moteur depuis la création de la raffinerie en 1969. Il y avait une volonté politique depuis les années 1960-65, général de Gaulle. L'autre raison, c'est qu'il est plus facile en temps de crise d'avoir du pétrole brut que d'avoir des produits finis. Une autre raison également, c'est que nous sommes une part de l'Europe dans la Caraïbe, que nous sommes sous les spécifications européennes, donc parfois il est très difficile de trouver des produits aux spécifications européennes dans la zone Caraïbe.
De bonnes raisons pour transformer sur place le pétrole brut plutôt que d'importer des produits finis. Une logique pas forcément évidente, la SARA opère pour seulement 3 départements, alors qu'en métropole, une raffinerie produit pour 10 départements en moyenne. Et Monsieur David Marion, le directeur général de la SARA, est avec nous en plateau. Bonsoir, Monsieur Marion. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, donc directeur général de la Société anonyme de raffinerie antillaise. La SARA, une grande dame qui a maintenant 40 ans, comment se porte-t-elle? Écoutez, plutôt bien. Là, on sort tout juste d'un arrêt de régénération. Donc ça veut dire qu'on a changé nos catalyseurs et qu'on est reparti pour un cycle de production complet jusqu'à peu près janvier 2013. D'accord. Alors comment a évolué la société au fil des années, au fil de ces 40 dernières années? Alors on a entendu effectivement sa création politique par le général de Gaulle, donc décision aux alentours de 1967-1969, pour effectivement une première charge d'unité, donc du pétrole brut arrive pour rentrer dans les unités en 1971. Bon, donc ça c'est une étape très importante, la raffinerie est construite et fonctionne. Et ensuite, il y a une implantation en Guyane. Cette implantation se fait je dirais actuellement c'est à côté de Cayenne, c'est à des grades des Cannes, 1982, donc ça fera 30 ans l'année prochaine. Et une année avant la raffinerie, le dépôt de Jarry existait donc en Guadeloupe. Voilà donc, et dans toutes ces étapes-là, après on a des évolutions sécurité, des évolutions réglementation carburant, qui nous font modifier nos unités, qui nous font modifier pour la sécurité par exemple notre salle de contrôle, qui nous font modifier des systèmes d'incendie, voilà. On va le voir tout à l'heure d'ailleurs dans un prochain reportage. Mais justement, dans le précédent sujet, on a compris, et vous nous l'expliquez, que les prix, les tarifs étaient fixés par le préfet. Alors, dans ce schéma économique, comment cela peut être rentable pour vous, si c'est le préfet qui fixe les prix? Alors effectivement, puisqu'on est monopole de fait, nos prix sont encadrés. Alors on dit encadrés parce qu'en fait le préfet fixe le prix maximum, en réalité. Bon, et nous, par notre mécanisme de calcul, avec une rentabilité dont on a entendu parler pendant l'émission, de l'ordre de 10%, on calcule un prix donc minimum. Et il se trouve que ce prix minimum égale au prix maximum, et ça fait effectivement ce prix fixé. Alors comment on fait? C'est pas compliqué. On équilibre le chiffre d'affaires avec les dépenses. Et donc dans ces dépenses, c'est l'achat du pétrole brut, qui est une grosse dépense, l'achat des produits complémentaires semi-finis et finis, qui est une deuxième grosse dépense, à peu près la même valeur. Puis ensuite, on a des frais de personnel, des frais de maintenance, des frais, j'en ai parlé, puisqu'on change les catalyseurs, d'acheter le catalyseur. Plus on a les dividendes, qui sont considérés, je dirais, comme des sorties d'argent, donc des frais. Et l'ensemble des deux doit être équilibré. Et voilà la nouvelle formule des prix qui est sortie donc au mois de novembre 2010 pour remettre la SARA dans son activité économique. Qui permettre à la société d'être rentable. Jean-Paul Joannel. Oui, la SARA travaille donc pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. La problématique guyanaise est peut-être un peu particulière, puisque la Guyane est sur un continent, et qu'il y a peut-être d'autres possibilités d'approvisionnement. Vous avez parlé des normes, je pense que c'est ce qui fait que pour l'instant, en tout cas, cet approvisionnement n'est pas possible. Mais est-ce que dans le futur, des responsables guyanais ne peuvent pas considérer que s'approvisionner, par exemple, à Trinidad ou au Venezuela serait plus rentable? Alors là, je ne peux pas répondre moi à cette question. Évidemment, tout le monde peut s'interroger sur tout. Alors, comment on peut essayer de définir ce cadre? C'est assez simple. Pour la SARA, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous ai dit, en 82, on installe un dépôt et on avait du carburant qui n'était pas aux normes européennes. Puisqu'il était approvisionné par les compagnies qui étaient présentes. À ce moment-là, il y avait Shell, qui depuis a été racheté dans son activité en Guyane par Ruby. Il y avait Chevron, il y avait Total. Et donc, ils importaient les carburants que, je dirais, ils avaient l'autorisation d'importer. Et puis en 2007, il y a eu un problème. Vous en avez entendu parler, un procès. Il y a eu des moteurs, je crois, qui ont été cassés, des moteurs spécialement gasoil. Et donc, il a été demandé donc, aux pétroliers d'approvisionner du carburant aux normes européennes. Donc c'est une décision qui a été prise. Et ils ont cherché dans la Caraïbe et dans l'Amérique du Sud, puisqu'en fait ils sont plus Amérique du Sud que Caraïbe, où est-ce qu'ils pouvaient trouver du carburant aux normes européennes. Et ils ont trouvé la SARA. Ils ont dit, bon, on va s'approvisionner à la SARA. Donc depuis 2007, la SARA approvisionne le samplon 95 et gazole moteur, avec d'ailleurs des évolutions de spécifications, puisqu'en 2009, on a eu encore des évolutions de carburant européen. Et la dernière étape, c'est 2010 avec le décret. Il nous a été demandé de vendre notre carburant au même prix, quel que soit le dépôt. Et donc nous avons maintenant racheté l'ensemble des hydrocarbures.
Alors, puisque vous parlez du prix du carburant, ces dernières semaines, on a beaucoup entendu que dans l'Hexagone, il était question d'arriver à 2 euros le litre. Je crois que cette question nous concerne tous en tant qu'automobilistes. Est-ce que l'on se dirige, parce que bon, on constate une certaine progression des tarifs au fil des mois, est-ce que l'on risque un jour d'arriver à ce seuil-là, 2 euros le litre? Écoutez, moi je me souviens, il y a un peu plus de 10 ans, puisqu'on était encore en francs français, on parlait du litre d'essence à 10 francs. Et quand on le traduit maintenant, alors évidemment il faudrait l'inflater, c'est pas le cas, c'était 1,50 €. Et je crois qu'1,50 €, si ma mémoire est bonne, en été 2008, nous avons presque tous payé notre essence à 1,50 €. Alors qu'il y a 10 ans, on avait dit c'est pas possible. Donc je risque pas de vous dire que c'est pas possible l'essence à 2 €. Bon, maintenant personne ne le souhaite, puisque l'essence c'est un bien, je dirais, de consommation très courant et difficile de s'en passer. Donc faisons tout ce qu'il faut pour éviter que ça arrive là. Néanmoins, on se base sur une ressource qui est une ressource fossile, le pétrole brut, dont les réserves, alors même si elles sont réestimées chaque fois, sont quand même limitées a priori, c'est ce que tout le monde pense, et donc plus c'est rare, plus ça devient cher. Donc c'est possible. Développons des biocarburants, développons des énergies renouvelables, et si on regardait comment on peut éviter ça. On va en parler tout à l'heure sur cette question donc, des énergies renouvelables. Mais d'abord, la SARA génère quand même 600 emplois directs et indirects. Ce n'est pas négligeable, d'autant plus que certains services, et il faut le savoir, fonctionnent 24 heures sur 24. Une diversité de métiers, parfois surprenants. Regardez. On ne s'arrête pas aux 200 mètres cubes, donc on va jusqu'au top de Tigaz, ok? Max Arménil est chef opérateur. Il a sous ses ordres les agents qui opèrent sur le terrain, des équipes de 6 qui se relaient nuit et jour. Max doit coordonner leurs actions. C'était prévu de prendre 200 mètres cubes. Donc on continue, on prend les 200 mètres cubes. Dans une raffinerie, tout est contrôlé et sécurisé. Rien ne doit être laissé au hasard. Une responsabilité que Max endosse avec plaisir. Chaque cas, on se retrouve dans des situations différentes. Donc il y a toujours de l'improvisation, l'improvisation tout en connaissant le métier. Donc il y a la technicité derrière, il y a toute la logistique, donc il faut connaître. Et puis à ce moment-là, donc ça coule de source, quoi. Marthe, elle, gère l'aspect logistique pour l'approvisionnement en pétrole brut. Pour savoir quelle quantité de produits acheter, dans quelle quantité et de quelle provenance, on peut faire un point sur le brut. Marthe doit constamment se tenir au courant des besoins de l'usine. Les réunions s'enchaînent. C'est un travail d'équipe, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. On est un service, on travaille en équipe dans ce service et on travaille aussi beaucoup avec les autres services de la SARA. Dans une raffinerie, les métiers sont nombreux et variés. On trouve même une équipe de 15 pompiers, aux tendances parfois pyromanes. Non, Vasco. C'est juste pour l'exercice. Ces soldats du feu sont des sapeurs-pompiers volontaires, salariés de la SARA. Ils ont suivi une formation spécifique pour les feux d'hydrocarbures. Chaque semaine, ils se livrent à 2 exercices, une logique complètement différente de celle des centres de secours. Alors, la grosse différence, c'est que le pompier de ville, il attend un appel téléphonique d'urgence afin d'intervenir. Tandis que nous, on intervient systématiquement vu qu'on est tout le temps sur le terrain. Donc on s'assure qu'il n'y ait rien en fait. L'objectif premier, c'est zéro accident. Avec Marthe, Max et Marc Daniel travaillent aussi 270 autres collègues. Entre les formations et les tours de garde, le planning est un vrai casse-tête. Max et Yolande ont pris le parti de la bataille navale. Alors si jamais F12